Charles Fumaz, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter au jeu de parole 2, c'est-à-dire cette rencontre avec des anciens combattants pour témoigner de votre riche parcours. Et c'est ce que nous allons décliner un petit peu, vos passages sur à la fois différents postes et différents pays. Voilà, alors je passe... bon, déjà, je suis issu d'une famille plutôt de militaires. Donc déjà baigné tout petit dans l'ambiance militaire, notamment avec mon frère aîné qui s'est engagé dans la marine assez jeune, puisqu'il a fait l'école des mousses. Donc quand même incité par mes parents quand même à passer le bac. Donc je passe mon bac et de suite immédiatement, c'était l'objectif, donc je passe mon bac. Donc je m'engage à l'école nationale des officiers d'active le 1er janvier 1984. Vous aviez Et j'avais 19 ans. 19 ans. Je suis né le 15 février 1964 à Auch, dans le Gers. Et donc je m'engage juste après mon 6-7 mois, le temps de faire mon dossier au centre de documentation de l'armée de terre. Et je choisis bien sûr de faire un sous-officier directement pour gagner un peu quand même un espoir d'avancement plus rapide. Et aussi, comme je capte avec mon frère qui est à la marine, qui fait quand même des séjours, je me renseigne et j'essaye de choisir une spécialité pour pouvoir partir le plus possible outre-mer et en campagne. Donc j'essaye de faire chaud ou froid. Donc j'intègre Semexan, j'y reste 9 mois, je sors de Semexan et à l'issue de Semexan, il y a un classement et on choisit une arme. Malheureusement, cette année-là, il n'y avait pas le commissariat de l'armée de terre, donc j'ai pas pu faire cette spécialité, donc je me suis basculé sur une spécialité qui était transverse, mais pas combattante pure. Et je choisis quand même l'arme de l'infanterie. J'étais quand même relativement bien classé, donc j'arrive à choisir l'arme de l'infanterie. Et là, je fais mon certificat technique de premier degré. Et à l'issue de ce certificat, je choisis le 126e RI à Brive-la-Gaillarde, un régiment quand même assez coté, assez réputé à l'époque. C'était un régiment motorisé. Donc j'arrive sur ce régiment et je vois en entrée du régiment, donc très particulier, je vois des Dodge. Et Dodge, sacré, ils ont réussi quand même à conserver des Dodge en parfait état. Donc je suis accueilli par le président et je lui fais la remarque, c'était un major. Et j'ai dit, vous avez quand même de belles pièces. Il me dit, mais non, le régiment est équipé encore sur Dodge. Les VAB ne devraient pas tarder. Donc ça c'était 1985, assez surprenant. Donc je suis affecté à une compagnie en instruction. Ça c'est pour se faire un peu faire les classes des jeunes sergents pour encadrer les jeunes incorporés. Donc là j'y reste un an. Je bascule à une compagnie toujours d'instruction, mais là je commence à faire ma spécialité un peu corps troupe, bon, comptable. En même temps, le capitaine me dit tu vas faire de l'armement, un petit calibre. Bon, ok, donc je fais du tir, je fais de l'entretien, etc. Mais ça, j'y reste un an et j'ai de la chance. Il y a un chef comptable, c'était les bureaux majors, on appelait ça à l'époque, qui part à la retraite. Donc je suis affecté à la 3e compagnie de combat du 126e RI. Donc j'y suis affecté le 86. Et là, j'ai de la chance, on apprend qu'on doit partir à Berlin pour faire une mission de relève. Berlin, en pleine guerre froide. En pleine guerre froide, le mur n'est toujours pas tombé, et quand même une mission très atypique. Alors pourquoi? À Berlin, il y a 2 gros régiments, bon, il y a un gros état-major, plusieurs petits services, mais il y a surtout 2 gros régiments. Il y a le 46e régiment d'infanterie, qui est motorisé, et il y a le 8e GC, donc c'est un régiment
d'AMX-30, dont 2 régiments majeurs pour éventuellement intervenir face aux rouges, qu'on appelait. Donc, il y avait le secteur, on est bien d'accord, américain, le secteur français, le secteur anglais et le secteur canadien. Donc 4 secteurs. Nous, le secteur le plus petit, et en force, de tête, j'ai plus les forces qu'il y avait américaines, etc. Mais nous, en gros, ça devait représenter, je pense, 3 à 4 000 personnels paxés sur Berlin pour éventuellement intervenir face aux rouges si ça devait bouger. Juste une petite précision, avant d'aller plus loin, le premier contact avec Berlin, le sentiment, l'impression que donne cette ville. Alors, très, très particulier, parce que on arrive, alors déjà, j'y suis pas arrivé par avion, je suis arrivé par un train spécifique militaire qu'on prenait de Strasbourg jusqu'à Berlin, en passant le rideau côté ouest, côté Allemagne, où là, bien sûr, le train s'arrête, on est contrôlé par les forces soviétiques, bien sûr, donc les passeports, etc., avec, bien sûr, une sentinelle russe tous les 20 mètres tout le long du train. Donc déjà une ambiance très particulière, bien sûr, interdit de prendre des photos, de discuter, même de les regarder, il fallait être très dans son wagon et ça restait comme ça. Ensuite on arrive à la gare de Berlin, gare SNCF, gare de train, tout court, et on est transféré par camion au quartier Napoléon, dans le gros quartier où il y a les forces françaises stationnées, que ce soit blindées ou infanterie. Donc les premières parties, bien sûr, la première semaine, on est resté dans le quartier. Cantonné dans le quartier, bon, quartier quand même très important, immense ce quartier, et bien sûr avec quand même des foyers importants, des petites pizzerias, des petits restos, mais qui sont gérés tout dans le secteur français, et donc on ne sort pas du quartier. Donc des contacts quasi inexistants avec la population, enfin des contacts libres. Voilà, contacts libres, première semaine non, ensuite après on s'installe, et les tours, les missions commencent à s'instaurer. Parce qu'en compte, le but c'est quoi? C'est que on remplace, c'était des appelés, même à Berlin, c'était des appelés mais volontaires. Et le but c'est quoi? C'est ils doivent prendre des permissions, et c'est que l'effectif du régiment reste constant 24 heures sur 24, 325 sur 365. Donc chaque fois qu'il y avait une compagnie de Berlin qui rentrait en permission pendant 3 semaines ou 4 semaines en France, sur la métropole, l'état-major envoyait une compagnie d'infanterie en relève pendant la durée de cette absence, pour que le régiment, le 46, ait en permanence l'effectif complet pour pouvoir intervenir si besoin. Donc nous, mission encore très particulière, parce qu'en compte, notre mission, au lieu de durer 1 mois, ça a duré 2 mois, puisqu'on a fait une relève de la 2e compagnie, et dans la foulée, la relève de la 3e compagnie. Donc on est resté, un peu plus de 60 jours, et sur deux compagnies différentes. Donc là, il y avait la section de commandement, dont je faisais partie, parce que moi j'étais plutôt bureau-major, et un peu la partie, on va dire, administratif, suivi du personnel, et en même temps, comme j'étais armement petit calibre, je m'occupais de toute la partie munitions, donc assez complexe, parce qu'on avait les munitions complètes d'une compagnie d'infanterie, donc c'était quand même... il y avait de quoi, il y avait du volume. Donc sur cette partie-là, 3 sections de combat, une section de commandement, et là des services qui sont définis, dont il y a des services de garde interne dans le quartier Napoléon. Il y a des services, donc là c'est là où on vient un peu particulier, où un groupe de combat est désigné à tour de rôle avec les autres compagnies
du régiment pour monter des patrouilles le long du mur. Donc cette patrouille est composée en général d'un sergent, 10 hommes, et dans les 10 hommes, il y a 2 brancardiers, un secouriste, et le reste c'est du grenadier voltigeur, donc essentiellement pour se défendre. On a un grappin, une trousse de secours, donc tout ça pour essayer, parce qu'on en compte le but, c'était pas de... Il n'y avait pas de mission de combat pur, sauf si on nous attaquait. Mais c'était essayer de récupérer ou de soigner, si un Berlinois de l'Est voulait passer sur le mur, tomber ou s'était blessé, et le but c'était pouvoir le récupérer, et donc il y avait tout un processus pour pouvoir l'amener le plus rapidement possible, en appelant bien sûr avec une ambulance qui arriverait pour essayer de le récupérer. Vous étiez la voie de la liberté. Tout à fait. Le secours, on va dire, il y avait donc la mission effectivement de pouvoir intervenir en tant que conflit, mais surtout essayer de sauver quand même les gens qui devaient pouvoir passer. Est-ce que ça s'est passé? Donc sur nos 2 mois, non. Parce que, et de connaissances sur les 1 an avant, je crois qu'il n'y avait rien eu. Je sais qu'il y en a eu, mais je n'ai pas les chiffres exacts des gens qui ont pu être sauvés sur le mur ou... ce qui est mauvais signe, ça veut dire que... Je crois que sur la partie, ça sera vérifié, mais de tête, de mémoire comme ça, donc pas que sur le mur avec tous les passages... D'ailleurs, le dernier, il est mort, il est passé en ballon et il s'est écrasé côté ouest. En ballon. Libre, mais mort, malheureusement. Donc il y avait plusieurs passés par l'eau, en sous-marin, on va dire, sur le mur. Voilà un peu le côté de cette patrouille qui était quand même très particulière. Et après, bien sûr, il y avait beaucoup de services sur le dépôt de munitions, des quartiers différents, quartier du général, etc. Alors, puisqu'on est à Berlin, les contacts avec les Russes, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc ça, j'y reviendrai après si vous voulez. Et avec les Américains, les Anglais, les Canadiens? Alors si, là il y avait des contacts, à savoir, notamment sur la compagnie. Dans le quartier Napoléon, il y avait un mini-centre commando, on va dire, avec des pistes d'audace, etc. Et donc il y a eu des échanges qui se sont faits avec une section américaine notamment, où on leur a montré un peu nos capacités, nos techniques de commando, et on n'était pas ridicule par rapport aux Américains. Et d'ailleurs, on a fait une mini-manœuvre, on va dire, d'un bataillon, avec une compagnie d'infanterie américaine, sur le site du quartier proprement dit, qui quand même était immense. Ensuite, après, donc, après il y a le cours de vie normal, on va dire, d'une compagnie d'infanterie, où il y a l'entraînement, il y a du sport, il y avait quand même aussi des missions de... C'est marrant parce que une compagnie qui est partie en permission, et ce mois-là, il y a eu quand même un contrôle technique de toute la partie armement, engin, etc. Et bien sûr, c'est la compagnie qui a fait le travail à la place. Mais bon, donc c'était quand même une mission supplémentaire. Et après, si vous voulez bien, je vais parler d'une mission que là, j'ai été désigné pour faire cette mission. On n'a pas été nombreux à la faire, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Donc j'ai fait une patrouille à Berlin-Est. Ça, il faut nous en parler. Très surprenant. Alors déjà, là où c'est surprenant, c'est que bon, on fait le speech. Alors déjà, on fait la patrouille, on est en tenue de sortie. Donc il y a un officier, 2 sous-officiers, un militaire du rang qui fait le conducteur. Donc une voiture banalisée, simple. Un téléphone quand même à l'intérieur, à l'ancienne, sur le réseau, et elle nous équipe d'appareils photo, de carnets, de stylos, et le but c'est faire du renseignement. Rapport d'étonnement. Voilà. Donc l'officier, en général c'est un lieutenant,
il a un parcours spécifique à faire dans Berlin. Il y a 1 heure d'entrée par le checkpoint Charlie. Et bien sûr, 1 heure de retour à passer à 10 minutes près. Il faut impérativement respecter, mais en sachant qu'il y a un parcours qui est bien défini, avec une allure, on va dire, normale dans Berlin, les horaires étaient à chaque fois respectés. Donc, quand on apprend un peu la définition de la patrouille et les buts à atteindre, on est quand même un peu surpris. Okay. Donc, on arrive au checkpoint Charlie. Donc là, on est mitraillé de tous les côtés, entre guillemets, par appareil photo. C'est de bonne guerre. Voilà. Et on ne peut pas parler aux VOPO. Donc, interdiction formelle de parler aux Allemands de l'Est. Et en cas de problème ou autre, si on avait n'importe quel souci, dont il fallait téléphoner à rendre compte si ça marchait par la voie téléphonique, et autrement, il fallait demander à l'intervention d'un officier soviétique pour pouvoir traiter le problème où on se serait accroché à un accident ou autre. Donc c'était quand même très particulier parce qu'on ne pouvait pas traiter directement avec les Allemands de l'Est, ils ne pouvaient traiter qu'avec un officier soviétique. Donc là, on commence notre parcours dans Berlin-Est. Donc là, c'est qu'on franchit Berlin-Ouest et Berlin-Est, c'est le jour et la nuit. Les voitures, c'est que des Trabants, hein, alors que Berlin, il n'y a presque que des BMW, des Mercedes, les magasins sont gavés dans Berlin-Ouest et dans l'Est, c'est très surprenant. Il y a des tas de charbon dans les rues, enfin, très, très, comme dans les films. Et là, sur un parcours, on doit passer, on nous prévient qu'avant, on doit passer devant deux casernes soviétiques, où justement, et aux alentours, où les circuits tournent autour un peu de ces casernes, justement pour essayer de repérer, ou de voir, bref, faire de l'enseignement. Donc on voit quelques véhicules, mais sur les véhicules, on essaie de repérer le véhicule que c'est, l'immatriculation et tous les cycles qu'on peut trouver dessus, et s'il y a des troupes dedans, on essaie de compter les troupes. Et là aussi, c'est un peu marrant, bon, les soviétiques ont un peu compris nos patrouilles, donc du coup, ils font que la rue où on doit passer, en bout de cette rue, en même temps, s'il même passe. D'accord ? Et donc le but, c'est qu'on fasse demi-tour de cette passe, et quand ils nous voient passer, ils vont chercher des appareils photo, et quand on passe devant, bien sûr, on est mitraillé. Là, je dois avoir peut-être ma photo dans les archives du KGB. Très certainement. Ça va, donc on fait cette première caserne, on continue. Donc personne n'était dupe en fait. Oui, personne n'est dupe, oui, tout à fait. Parce que eux, ils faisaient la même chose de leur côté. Hein. Forcément. Donc on continue notre parcours, on voit quelques véhicules dans les rues, etc. Donc là aussi, on fait un peu notre checklist, on va dire. On prend quelques photos, on voit quelques militaires un peu dans les rues, on prend quelques photos, etc. Et dans les rues, la population, alors, à votre passage, une réaction, pas de réaction? Non, pas de réaction parce qu'en compte, on ne s'arrête pas, on a une vitesse quand même pas rapide, mais on va dire on doit rouler à 40 km/h, donc si nos voitures un peu banalisées, donc on ne s'arrête pas, et puis je pense que les gens aussi, depuis le temps, doivent avoir l'habitude de voir passer des militaires en tenue, donc pas de réaction plus que ça. Le lieutenant décide, il y avait un camp de manœuvre, d'essayer d'aller sur le camp de manœuvre pour essayer de voir, pareil là, s'il n'y avait pas du char à voir ou des véhicules blindés. De là en revanche, il est repris un peu en compte par l'adjudant-chef ancien qui dit bon, lieutenant, c'est pas sur le trajet, donc je vous invite à ne pas quitter le trajet parce que ça risque de poser problème. Donc, il dit rien de plus, et on reprend le trajet basique et on retourne
sur notre dans la patrouille, à peu près ça dure 3 heures et demie. Et là on retourne sur le checkpoint Charlie, où là pareil, on nous reprend en photo, je suppose pour voir savoir si c'était les mêmes. si c'était bien complet, si c'était les mêmes. Et après, le lieutenant, il va faire son compte rendu